2000 millimètres de pluie par an. Une pente que la montagne pousse vers le vide. Deux failles sous les fondations. Et là-dessus, une ville qui tient debout depuis 5 siècles, alors que les bâtiments coloniaux de la même région se sont effondrés. Comment bâtir une ville éternelle sur une montagne qui veut la faire glisser? Et si le véritable exploit n'était pas celui que montrent les cartes postales, Machu Picchu? La réponse ne se trouve pas dans les murs, elle se trouve ailleurs, et il faudra creuser pour l'atteindre, au sens propre. Tout commence par un choix que nul bâtisseur sensé n'aurait fait, celui du lieu. Prenons un ingénieur d'aujourd'hui, à qui l'on demanderait de bâtir une résidence de prestige. On lui présente un terrain. La pente atteint par endroits des inclinaisons où l'on ne tient debout qu'en s'accrochant. Le sol repose sur deux failles géologiques actives, et les secousses y sont régulières. Il tombe ici environ 2000 millimètres d'eau par an, 2,5 fois ce que reçoit une grande ville d'Amérique du Nord, 4 fois ce que reçoit Paris, et l'essentiel s'abat en 7 mois. 3 côtés du terrain se terminent en précipice. Le fleuve coule 450 mètres plus bas, et il n'existe aucune route pour y descendre. L'ingénieur rendrait son dossier et changerait de client. Les Incas ont accepté. Le lieu s'appelle aujourd'hui Machu Picchu. Il s'agit d'une selle étroite, une sorte de col suspendu entre deux sommets. Machu Picchu, la vieille montagne, qui culmine à 3082 mètres, et Huayna Picchu, la jeune montagne, plus petite et plus proche, à 2720 mètres. Entre les deux, à 2430 mètres d'altitude, une bande de crêtes que la forêt recouvrait et que rien ne prédestinait à porter quoi que ce soit. À 80 km au nord-ouest, la capitale, Cusco. Entre les deux, des montagnes, des gorges et un fleuve qui ne pardonne pas. Avant l'arrivée des bâtisseurs, cette selle ne portait rien. La vallée de l'Urubamba était peuplée depuis longtemps, mais personne n'avait jamais entrepris ici de construction d'ampleur, et cela n'a rien d'un hasard. Bâtir sur une crête aussi étroite exige d'abord de fabriquer le sol lui-même. Il n'y a pas de plateau, pas de replat, pas 1 mètre carré horizontal offert par la nature. Il faut le prendre à la montagne. Et la montagne, ici, ne se laisse pas prendre. C'est le point que l'on comprend mal tant que l'on n'a pas mis les pieds sur cette pente. Un glissement de terrain n'y constitue pas un accident, c'est le comportement normal du versant. La roche est fracturée, l'eau s'y infiltre, la gravité fait le reste. Ces pentes glissent, elles ont toujours glissé. Elles glissent encore aujourd'hui dans les secteurs que personne n'a stabilisés. Une chose pourtant sur ce terrain hostile valait de l'or. Il y a le granit. Il affleure partout, blanc, dur, en bancs massifs. Les bâtisseurs n'auraient pas à transporter la pierre depuis une carrière lointaine, avec des cordes, des rampes et des milliers d'hommes. La carrière se trouvait sur place, à l'intérieur même du futur chantier. Ce détail change tout. Une grande partie de la logistique, celle qui pour d'autres monuments du monde a consommé des vies et des décennies, disparaît d'un coup. La pierre était déjà là. Il suffisait de la détacher. Il y a l'eau. Une source sur le versant nord de la vieille montagne coule avec un débit modeste mais constant. Elle ne dépend pas du fleuve, inaccessible en contrebas. Elle est plus haute que l'emplacement du futur secteur résidentiel et cette différence d'altitude, quelques dizaines de mètres à peine, constitue le second trésor du lieu. Sans elle, rien n'aurait été possible. On ne fait pas monter l'eau sur une crête sans machine. Il y a enfin la position. La selle se situe exactement sur la charnière entre deux mondes. Derrière, à l'ouest, les hautes Andes, l'air sec, la pierre, les glaciers. Devant, à l'est, la pente s'effondre vers les brumes chaudes du bassin amazonien. Ici, en quelques kilomètres, on passe de la montagne à la jungle. Pour un empire en pleine expansion, ce n'était pas un décor, c'était une frontière. Et une frontière se tient. Le granit, l'eau, la charnière. 3 raisons. Elles expliquent pourquoi l'on regarde ce lieu. Elles n'expliquent pas pourquoi l'on y bâtit, parce que le problème demeure entier. Le sol reste en pente, la pluie reste torrentielle, la montagne veut toujours faire glisser ce qu'on lui pose dessus. Il faut monter à l'aube pour saisir ce que ce lieu fait à un corps humain. Vers 5 heures, le nuage s'installe dans la selle, dense, immobile, une masse cotonneuse qui efface tout. On ne voit rien. Les deux sommets n'existent plus. La montagne ne se manifeste que par le son. Très loin en dessous,
un grondement sourd et continu, le fleuve, qu'on entend sans jamais l'apercevoir. Puis le nuage se déplace, et les terrasses apparaissent du bas vers le haut, marche après marche, comme une photographie qui se révèle dans le bain. Cela dure quelques minutes. Pendant ces quelques minutes, tout le monde se tait, et lorsqu'on se met à monter, le corps proteste. 2430 mètres ne représentent pas une altitude dangereuse, mais l'air y est mince, comme vidé. 20 marches suffisent à faire cogner le cœur dans les oreilles. Il faut s'arrêter, poser une main sur la pierre, attendre. Les Incas, eux, montaient ces escaliers en courant. Il y en a plus de 3000 taillés dans le granit. Le premier geste des bâtisseurs n'a donc pas été de poser une pierre. Il a été de retirer de la terre. Avant qu'un seul mur ne s'élève, la crête a été retaillée, décapée, mise en forme. On a coupé la pente, on a creusé, on a préparé une assise. Puis on a rempli, non pas avec n'importe quoi, mais avec des couches choisies. Au fond, des éclats de granit, les débris produits par la taille des blocs. Au-dessus, du sable et du gravier. Au sommet seulement, une terre fertile qu'il a fallu apporter à dos d'homme, car cette crête n'en produisait pas. Les déchets du chantier sont devenus l'infrastructure du chantier. Rien ne s'est perdu et rien n'a été improvisé. Le principe de cette architecture inversée tient en une phrase. L'eau ne doit jamais s'arrêter. Elle ne doit ni stagner, ni ruisseler, ni s'accumuler derrière un mur. Elle doit traverser le versant comme elle traverserait une éponge, descendre et disparaître. Car l'eau retenue dans un sol en pente est exactement ce qui déclenche un glissement de terrain. Et sur cette montagne, avec cette pluviométrie, la retenir une seule saison suffirait à tout emporter. C'est ici que commence la véritable histoire. Et elle commence sous terre. Reste une dernière étrangeté, et elle concerne le nom même du lieu. Machu Picchu signifie en langue quechua « la vieille montagne ». C'est le nom du sommet et non celui de la cité. Les Incas, selon toute vraisemblance, n'ont jamais appelé cet endroit ainsi. Les archives coloniales conservées à Cusco mentionnent dès le XVIe siècle une localité nommée Pichu. Un document de 1588 rapporte que des Indiens de Vilcabamba discutaient d'un retour à Huayna Picchu. Un texte de 1715 évoque explicitement l'ancien village inca de Huayna Picchu. Et un atlas publié en 1904, 7 ans avant que le monde n'entende parler de ces ruines, désigne le site sous ce même nom, Huayna Picchu, la jeune montagne. Le nom que la planète entière emploie aujourd'hui n'est donc probablement pas le sien. Il lui a été attribué en 1911 par un homme qui n'était pas certain de ce qu'il avait entendu et qui a choisi le nom du plus grand des deux sommets. 5 siècles d'histoire, et l'on ignore comment ceux qui l'ont bâti appelaient leur propre ville. Voilà le terrain sur lequel il faut avancer. Un lieu impossible, une pierre offerte, une source, une charnière d'empire, et déjà une incertitude jusque dans le nom. Une date ne devrait jamais être une provocation. Celle-ci en est une. En 2021, une équipe conduite par un archéologue de l'université Yale publie 26 datations obtenues par spectrométrie de masse par accélérateur, réalisées sur des os et des dents provenant des 4 cimetières du site. La méthode est parmi les plus précises dont dispose l'archéologie contemporaine. Elle ne compte pas les événements racontés, elle compte les atomes qui se désintègrent. Le résultat tombe net. Des êtres humains vivaient sur cette crête aux alentours de 1420. Le problème tient en une soustraction. Selon la chronologie admise depuis des décennies, l'homme qui a commandé la construction de ce complexe n'accède au pouvoir qu'en 1438. Le chantier serait donc antérieur de près de 20 ans à son commanditaire. Voilà où en est la science de ce lieu. Elle ne parvient même pas à s'accorder sur la question de savoir quand le premier bloc a été posé. Et ce désaccord n'a rien d'anecdotique, car sur la chronologie de ce souverain repose la datation de toute l'expansion inca. Il s'appelait Pachacútec Yupanqui. Le nom, en quechua, se traduit approximativement par celui qui retourne le monde. Et il faut prendre l'expression au sérieux, car elle décrit exactement ce qu'il a fait. Avant lui, Cusco n'est pas un empire. C'est un royaume andin parmi d'autres, un centre régional qui domine une vallée et quelques vallées voisines, tenu par une aristocratie qui compte ses ancêtres et ses troupeaux. Les chroniques espagnoles, rédigées bien plus tard, racontent l'épisode fondateur. Une confédération rivale, les Chancas, marche sur Cusco. Le souverain en place et l'héritier désigné quittent la ville. Un fils cadet reste, rassemble ce qui peut l'être et gagne la bataille.
Ce fils cadet prend ensuite le pouvoir et le monde andin bascule. Il faut se méfier de ce récit autant qu'il faut s'en servir. Il nous vient de textes écrits par des Espagnols, une génération ou deux après la conquête, à partir de témoignages oraux recueillis auprès de descendants de vaincus qui avaient toutes les raisons d'arranger leur passé. Les Incas n'écrivaient pas. Ils tenaient leurs comptes sur des cordelettes nouées, les quipus, admirables pour un inventaire, muettes pour une biographie. Ce que nous croyons savoir de la vie de Pachacútec nous vient donc par un canal indirect, tardif et intéressé. Ce que nous savons de manière indépendante, en revanche, est écrit dans le sol, et cela ne se discute pas. Dans les décennies qui suivent, un État s'étend depuis Cusco jusqu'à couvrir un territoire immense, du sud de la Colombie actuelle jusqu'au centre du Chili. Il s'appelle Tahuantinsuyu, les 4 régions réunies. Il construit des routes sur des milliers de kilomètres, des greniers, des relais, des ponts suspendus au-dessus des gorges. Il déplace des populations entières d'un bout du continent à l'autre. C'est le plus vaste État qu'ait connu l'Amérique précolombienne, et il se constitue en l'espace d'une seule vie d'homme. Pour que la crête entre les 2 sommets devienne un chantier, il fallait d'abord qu'elle devienne accessible. Elle ne l'était pas. Dans les années 1430 et 1440, les armées incas descendent la vallée de l'Urubamba, soumettent les groupes qui l'occupent et ouvrent la région. C'est cette conquête qui rend le lieu disponible. Sans elle, la selle suspendue reste ce qu'elle a toujours été, une bande de forêt sur une pente à 80 km d'une capitale qui n'y a pas accès. Ce n'est pas un ordre de mission qui a été donné, c'est un domaine qui a été pris. Le souverain inca dans ce système ne possède pas seulement son empire, il possède personnellement des terres. À sa mort, ni sa maison ni ses biens ne passent à son successeur. Il reste à son lignage, à sa panaka, qui continue de l'entretenir, de le vêtir, de le nourrir symboliquement, car la momie du souverain défunt demeure un personnage social, que l'on sort lors des fêtes et que l'on consulte. Le successeur, lui, hérite du pouvoir et de rien d'autre. Il doit se constituer son propre domaine. Cette règle a une conséquence architecturale immédiate et elle explique une bonne partie de ce que l'on voit dans la vallée de l'Urubamba. Chaque souverain bâtit, non par vanité, mais par nécessité dynastique. Pachacútec en a bâti plusieurs, échelonnés le long du fleuve. Notre crête est l'un d'eux, le plus haut, le plus difficile, le plus spectaculaire et de très loin le mieux conservé. Le fait mérite qu'on s'y arrête. En Europe, à la même époque, un souverain construit un château pour tenir un territoire et loger une administration. L'édifice se transmet, s'agrandit, se réutilise pendant des siècles. Ici, la logique est inverse. Le bâtiment appartient à un mort et il continue de servir un mort. Il n'a pas vocation à être hérité, il a vocation à demeurer. Il faut se représenter ce que signifiait ouvrir un tel chantier à cet endroit précis, sans écriture, sans plan couché sur un support, sans roue, sans bête de trait, sans fer. Cela signifiait une décision politique prise à Cusco et une chaîne d'exécution qui devait franchir 80 km de montagne. Cela signifiait nourrir chaque jour des hommes sur une crête où rien ne pousse encore. Cela signifiait, avant même de tailler un bloc, envoyer des gens couper la forêt sur une pente à laquelle on ne se tient qu'en s'accrochant, puis décider où couper le versant et de combien, sachant qu'une erreur d'appréciation sur ce terrain-là ne se corrige pas, elle glisse. Et pendant ce temps, à l'autre bout du monde, un continent entier ignorait jusqu'à l'existence de celui-ci. Dans les mêmes années où l'on ouvrait cette crête, la France et l'Angleterre s'épuisaient dans la guerre de 100 ans. En 1431, une jeune femme était brûlée sur une place de Rouen. Il ne s'agit pas d'un lien, il ne s'agit pas d'une influence, il s'agit d'une simultanéité, et elle sert uniquement à donner une échelle. Au moment où l'Europe médiévale vivait ses derniers grands déchirements, une autre civilisation, sans contact aucun avec elle, résolvait des problèmes d'ingénierie sur un versant des Andes. La nuit, sur cette crête, on comprend quelque chose que le jour dissimule. Le froid tombe d'un coup, sec, coupant, sans rien de tropical. Le ciel s'ouvre avec une violence qu'aucun ciel de plaine ne connaît. On y voit les étoiles, bien sûr, mais on y voit aussi autre chose. Les longues traînées sombres de poussière qui barrent la Voie lactée. Les Andins lisaient ces traînées comme des figures, un lama, un renard, un serpent. Ils ne regardaient pas les étoiles,
ils regardaient les intervalles entre elles. Les hommes qui ont choisi ce lieu voyaient ce ciel-là chaque nuit, et ils construisaient dessous. Reste la date et le désaccord. Il existe 3 manières de le résoudre, et aucune n'a encore emporté la conviction. La première consiste à admettre que la chronologie établie à partir des chroniques est fausse, et que Pachacútec a pris le pouvoir plus tôt qu'on ne le croit. C'est la position la plus lourde de conséquences, car elle décale la totalité de l'expansion inca. Elle est défendable. Les sources écrites sur lesquelles cette chronologie repose sont contradictoires entre elles, et elles ont été consignées par les vainqueurs longtemps après les faits. La deuxième consiste à admettre que les 2 dates sont exactes, mais qu'elles ne mesurent pas la même chose. Le radiocarbone a daté des os humains, pas des murs. Or, vivre sur un site et y bâtir un domaine royal sont 2 événements distincts. Il est parfaitement possible qu'une occupation modeste ait précédé le grand chantier, et que 1420 date non pas le complexe, mais ce qui l'a précédé. La troisième, la plus prosaïque, consiste à supposer un biais systématique dans les datations elles-mêmes. Ce que l'on peut affirmer sans risque tient en peu de mots. Un homme, ou une lignée d'hommes, a décidé de prendre à cette montagne une place qu'elle ne voulait pas donner. La conquête de la vallée a rendu la chose possible. La règle successorale l'a rendue nécessaire. Et le chantier qui s'est ouvert là n'était pas un chantier de maçon, c'était un chantier de terrassier. Il y a, sur le site, un bloc de granit que personne n'a jamais achevé. Il gît dans la carrière, à flanc de crête, à quelques dizaines de mètres des murs les plus parfaits du complexe. On voit où la taille a commencé. On voit une rangée d'encoches alignées le long d'une arête, régulière, espacée d'une main. On voit une face déjà dressée, une autre à peine entamée, et puis plus rien. Le travail s'interrompt au milieu d'un geste et il ne reprendra jamais. Ce bloc est le document le plus honnête de tout le site. Les murs finis ne racontent rien de leur fabrication. Ils sont trop parfaits, et cette perfection efface la méthode. Le bloc abandonné, lui, montre tout. Il montre par où l'on attaquait la pierre, avec quel outil, dans quel ordre. Il montre qu'il n'y avait ni magie ni mystère, mais une procédure, et que cette procédure était longue. Car voici le point sur lequel il faut être clair, et le rester. Les hommes qui ont bâti sur cette crête ne possédaient pas d'outils en fer. Ils ne possédaient pas la roue. Ils ne possédaient pas d'animal de trait capable de tirer une charge. Le lama porte une charge légère sur son dos et il ne tire rien. Ils ne disposaient d'aucun système d'écriture pour consigner un plan, une mesure, un calcul. Et ils ont déplacé une montagne. La carrière se trouve à l'intérieur même du complexe. Ce détail, souvent négligé, dissout à lui seul la moitié des fantasmes qui entourent ce lieu. On n'a pas transporté ces pierres depuis un lointain gisement à travers les gorges. On les a prises sur place, dans un chaos granitique que la nature avait déjà fracturé et déposé là. La montagne fournissait sa propre matière première. Bâtir revenait, littéralement, à réorganiser la montagne avec elle-même. Restait à la découper. Le granit se travaille par percussion. On frappe la pierre avec une autre pierre, un galet plus dur que le granit, tenu à 2 mains, et l'on frappe des milliers de fois. Chaque coup arrache une poussière et un éclat. On avance ainsi, non par la coupe, mais par l'usure, en creusant une gorge le long de la ligne où l'on veut que la roche cède. Puis on introduit des coins dans les fissures, on force, et la pierre se fend selon son propre plan de faiblesse. On complète au ciseau de bronze pour les finitions, on ponce à l'abrasif et au sable pour les faces qui doivent joindre. Rien de tout cela n'est rapide. Tout cela est parfaitement documenté par les traces laissées sur les blocs eux-mêmes. Des impacts, des cupules, des surfaces piquetées. Aucune trace, en revanche, d'une quelconque action chimique, d'un ramollissement de la roche, d'un procédé perdu. La pierre a été frappée, on voit les coups. Ensuite, il fallait la faire bouger. Sur une pente, avec un dénivelé, sans roue. On y parvenait avec des leviers, des rampes de terre battue, des rondins de bois placés sous les charges, des cordes tressées en fibres végétales, et des hommes. Beaucoup d'hommes. C'est ici que se trouve la véritable réponse, et elle n'est pas technique. Elle est administrative. Le nom de cette réponse est la mita. Dans l'Empire Inca, il n'existait ni monnaie, ni marché, ni salaire. L'impôt ne se payait pas en pièces, puisqu'il n'y avait pas de pièces. Il se payait en temps de travail. Chaque communauté soumise devait à l'État un certain nombre de journées d'hommes par an, à charge pour elle de désigner qui partirait. Ces hommes quittaient leur village,
se rendaient là où l'État les envoyait et travaillaient, à la route, au canal, au grenier, au chantier. Pendant leur service, l'État les nourrissait, les logeait, leur fournissait les outils et distribuait de la bière de maïs lors des travaux collectifs, car la mita se déroulait en partie comme une fête obligatoire, avec chant et rythme. Puis ils rentraient chez eux. Leur communauté, en leur absence, cultivait leur champ à leur place. Ce système déplaçait des dizaines de milliers de personnes à travers un empire long de plusieurs milliers de kilomètres. Il ne reposait pas sur l'esclavage, mais sur une obligation collective, comptabilisée avec une rigueur redoutable au moyen des cordelettes nouées. Chaque village savait ce qu'il devait. Chaque administrateur savait ce qu'il avait reçu. Le miracle n'est donc pas que cela ait été possible sans fer et sans roue. Le miracle est qu'un État ait su, sur ce terrain, mobiliser, nourrir, loger et coordonner assez d'hommes assez longtemps pour que la crête se transforme. Ce n'est pas une prouesse de bâtisseur, c'est une prouesse de comptable. Il faut poser la main sur un de ces murs pour mesurer ce que cela a coûté. Le granit reste froid, même à midi, même sous le soleil vertical de l'équateur. La surface n'est pas lisse, elle accroche légèrement la peau, comme un papier de verre à grains très fins. Et l'on cherche le joint. On le cherche avec le doigt, puis avec l'ongle, et l'on ne le trouve pas tout de suite. Les blocs se rejoignent sans intervalle. Aucun mortier, aucun liant, aucune matière entre eux. Deux surfaces de pierre appuyées l'une contre l'autre avec une précision que l'œil met plusieurs secondes à admettre. Chacune de ces surfaces a été obtenue en frappant, en présentant le bloc, en le retirant, en corrigeant, en le représentant. Des dizaines de fois, pour un seul joint. Il faut multiplier ce geste par le nombre de blocs d'un mur, puis ce mur par le nombre de bâtiments. Il faut y ajouter les 700 terrasses, les 3000 marches, les canalisations. Le total ne se compte pas en pierres. Il se compte en vie humaine occupée pendant des années. Et pourtant, ces hommes, nous ne les avons pas retrouvés. Voilà l'anomalie. Le site possède 4 cimetières, fouillés, étudiés, dont les ossements ont fait l'objet d'analyses modernes. On y a examiné les os et les dents avec les moyens d'aujourd'hui, les insertions musculaires, les usures articulaires, les lésions de la colonne vertébrale, toutes ces marques que laisse un corps soumis pendant des années à des charges lourdes et à des efforts répétés. Un homme qui a passé sa vie à hisser du granit sur une pente le porte inscrit dans son squelette. Cela ne s'efface pas. Les squelettes de la crête ne portent pas ces marques. Les corps enterrés ici n'ont pas connu le travail de force. Leurs os racontent une existence physiquement supportable, faite de tâches domestiques, de services, de déplacements ordinaires. Ce ne sont pas des bâtisseurs, ce sont ceux qui sont venus après, le personnel d'un domaine achevé, chargé de le faire fonctionner. L'explication est cohérente avec tout ce que l'on sait du système. Les hommes de la Mita n'étaient pas des résidents. Ils accomplissaient leur temps de service, quelques mois, une saison, une année, puis ils rentraient chez eux, dans leur village, auprès de leur communauté, où ils mouraient et où ils furent enterrés. Ils ont laissé sur cette crête 700 terrasses, des kilomètres de murs et 3000 marches, et ils n'y ont pas laissé un seul os. C'est une forme d'anonymat presque parfaite. Aucun nom, aucune signature de tailleur, aucune inscription, les Incas n'écrivaient pas, et rien dans leur culture ne prévoyait qu'un ouvrier laisse une trace de lui-même dans l'ouvrage. Ce que ces hommes ont signé, ils l'ont signé collectivement. Et l'objet de cette signature est la montagne elle-même, remodelée, corsetée, drainée, tenue. Le chantier terminé, ils sont redescendus. Le domaine, lui, est resté, et il n'a jamais glissé. Dans les années 1990, une équipe d'ingénieurs américains spécialisés dans l'eau obtient l'autorisation d'ouvrir une tranchée au cœur de la place centrale. Ils ne cherchent pas de tombe, ils ne cherchent pas d'objet, ils cherchent à comprendre ce que les Incas ont mis sous leurs pieds. Ils descendent, 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres 70. Au fond de la tranchée, contre toute attente, quelque chose brille. C'est un bracelet en or, un seul, un unique objet précieux, au terme de la fouille la plus profonde jamais menée sur ce site. Depuis un siècle, des hommes rêvaient de l'or des Incas caché dans ces murs. Ils l'imaginaient en coffre, en idole, en trésor dynastique. La réalité tient dans une main, un bracelet au fond d'un trou et rien d'autre. Mais l'équipe ne s'intéresse pas au bracelet, elle s'intéresse aux parois de sa propre tranchée. Car sur ces parois, en coupe, apparaît quelque chose que personne n'avait jamais vu
équivaut infiniment plus que tout l'or que l'on n'a pas trouvé. Une stratification, nette, délibérée, industrielle. Tout en haut, la surface piétinée de la place, celle que foulent aujourd'hui des milliers de visiteurs. En dessous, une couche de terre végétale d'environ 90 centimètres. Plus bas, du sable et du gravier. Et tout au fond, sur une épaisseur considérable, une masse d'éclats de granit, des débris de taille, les copeaux de pierre produits par la fabrication des blocs, versés là et compactés. Ce n'est pas un remblai de commodité, c'est un filtre. Un dispositif de drainage conçu, dimensionné, exécuté et enterré pour toujours sous une place où personne ne le verrait jamais. Les déchets du chantier ne sont pas devenus des déchets, ils sont devenus le fondement du chantier. L'ingénieur qui dirigeait cette équipe a consacré ensuite 15 années de sa vie à cartographier ce système. Il en a tiré une conclusion qui, la première fois qu'on l'entend, semble absurde. Entre 50 et 60% de l'effort de construction total de ce complexe est enfoui sous terre. Les fondations, la préparation des assises, le drainage souterrain, les remblais filtrants, plus de la moitié du travail accompli sur cette crête se trouve sous les pieds des visiteurs, invisibles, définitivement invisibles. Autrement dit, la carte postale que le monde entier connaît, celle des terrasses et des murs blancs dans les nuages, ne montre pas l'ouvrage. Elle en montre 40%. Si vous venez de découvrir cela en même temps que moi, laissez un pouce en l'air. C'est la manière la plus simple de dire que vous avez vu, vous aussi, ce que 5 siècles de touristes ont piétiné sans le savoir. Reste à comprendre pourquoi. Pourquoi engloutir plus de la moitié de l'effort d'un chantier royal dans quelque chose que le souverain lui-même ne verrait jamais? Il faut pour cela revenir à l'ennemi. L'ennemi n'est ni le temps, ni les séismes, ni les hommes. L'ennemi est l'eau, et il attaque 7 mois par an. 2000 mm de pluie tombent ici annuellement, et l'essentiel se concentre sur la saison humide. Cette eau, si on la laisse faire, ne coule pas. Elle s'infiltre, elle sature le sol, elle gonfle les remblais, elle augmente la pression derrière chaque mur de soutènement. Elle lubrifie le contact entre la terre et la roche. Un versant saturé ne tient plus. Il part. La montagne récupère ce qu'on lui avait pris. Toute l'architecture de ce lieu est une réponse à ce problème unique, et elle repose sur un principe presque contre-intuitif. Ne jamais évacuer l'eau en surface, mais la faire disparaître à l'intérieur du versant. Sur les terrasses, le résultat est mesurable. Environ 90% de la pluie qui tombe s'infiltre dans le sol, traverse la terre, puis le sable, puis les éclats de granit, et poursuit sa descente à travers le corps même du versant. 10% seulement ruisselle à la surface. C'est exactement l'inverse de ce que produit une pente naturelle non aménagée, où l'eau glisse, creuse, emporte et finit par arracher. Dans le secteur bâti, la proportion s'inverse. Les toitures de chaume et les sols tassés par le passage repoussent l'eau, et près de 60% du volume ruisselle en surface. Les bâtisseurs le savaient. Ce ruissellement n'a pas été subi, il a été dirigé. Les pentes déplacent, les inclinaisons des cours, les escaliers eux-mêmes conduisent l'eau vers des zones d'absorption prévues à cet effet, dont la place centrale et son remblai filtrant. Rien n'est laissé au hasard, pas même le débordement. Et puis, il y a les trous. En examinant les murs du complexe un à un, l'équipe a identifié environ 130 ouvertures d'évacuation. Des orifices de petite taille, souvent discrets, ménagés à la base ou dans l'épaisseur des maçonneries pour laisser sortir l'eau accumulée derrière elles. Ces trous n'ont pas été percés après coup, lorsqu'un problème est apparu. Ils ont été construits. Les blocs qui les entourent ont été taillés en conséquence, les pierres posées autour d'eux, l'appareil monté en les intégrant. Chacun de ces 130 orifices était prévu avant que le mur n'existe. C'est ce point qui bouleverse le regard. Une civilisation sans écriture, sans plan tracé, sans calcul écrit, a intégré dans la construction de ces murs un réseau de drainage cohérent dont chaque élément a été anticipé à l'échelle du complexe entier. Le plan existait, il n'était pas sur du papier, il était dans les têtes, transmis, coordonné entre des équipes travaillant sur des versants différents. Et il est aujourd'hui la seule documentation de projet dont nous disposions, écrite en pierre, à l'échelle 1. Il existe une manière de vérifier tout cela, et elle ne demande ni instrument, ni diplôme. Il suffit d'être là pendant la saison des pluies. L'averse ne tombe pas, elle s'abat. Le nuage se referme sur la selle, la visibilité s'effondre,
L'eau frappe la pierre avec un bruit de tambour continu, ruisselle sur les visages, remplit les cols des vêtements. Et voici ce que le corps enregistre alors, presque à son insu. Sous les pieds, cela ne patauge pas. Il n'y a pas de flaque, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de rigole improvisée dévalant les escaliers. L'eau tombe, touche le sol et s'en va. Elle disparaît dans le versant comme si la montagne la buvait. Ce que l'on éprouve à cet instant précis, c'est le fonctionnement d'un système hydraulique vieux de 5 siècles, entretenu par personne, réparé par personne et toujours opérationnel. Le contraste avec ce qui l'entoure est cruel. Dans cette même région, des constructions coloniales, plus récentes de plus d'un siècle, bâties avec du mortier, du fer et des plans dessinés, se sont fissurées, affaissées, effondrées. Elles ont été édifiées par des hommes qui savaient écrire, calculer, et qui n'ont pas compris le versant sur lequel ils posaient leurs murs. Le domaine de la Crète, lui, tient. L'ingénieur qui a passé 15 ans sous cette place a résumé sa conclusion sans précaution oratoire. En matière de drainage urbain, a-t-il déclaré, les Incas planifiaient mieux que nous ne planifions. La ville éternelle sur la montagne, qui veut la faire glisser, ne tient pas grâce à ses murs. Elle tient grâce à ce qu'il y a dessous. Le véritable monument est enterré et il a été construit en premier. Le calcul est simple et son résultat est déroutant. Le secteur agricole du domaine couvre environ 4 hectares et 9 dixièmes. 7 terrains de football à flanc de montagne découpés en gradins. Sur ces gradins, on cultivait, c'est établi, le sol le prouve, les analyses le confirment. Face à cela, la population. Quelques centaines de serviteurs résidant en permanence sur la crête. Et, à la belle saison, l'arrivée de la cour, le souverain, son lignage, sa suite, ses invités. En période de pointe, à en juger par le volume bâti, il ne pouvait guère y avoir plus de 750 personnes présentes en même temps. 4 hectares et 9 dixièmes à 2430 mètres d'altitude, sur des pentes exposées différemment, avec une saison sèche et une saison humide. Cela ne nourrit pas 750 personnes. Cela n'en nourrit pas même la moitié de façon durable. Le compte n'y est pas, et il n'y a jamais été. Le ravitaillement montait donc de l'extérieur, par les routes impériales, depuis des greniers de l'État, comme il montait vers tous les établissements incas qui ne pouvaient subvenir à leurs besoins. Ce qui laisse une question intacte. 700 terrasses, des kilomètres de murs, des milliers d'heures de travail, pour un jardin qui ne remplit même pas les assiettes de ceux qui vivent au-dessus. L'erreur, c'est de regarder la surface horizontale. Le sens de ces terrasses n'est pas dans ce qui pousse dessus, il est dans ce qui les tient debout. Une terrasse, vue depuis le sentier, ressemble à une marche géante, une bande plate, une bordure de pierre, une autre bande plate en dessous. Vue en coupe, c'est un tout autre objet. La bordure n'est pas une bordure, c'est un mur de soutènement appuyé contre le versant, chargé de retenir la masse de terre et de roches qui se trouve derrière lui. Et derrière lui, il n'y a pas de la terre, il y a une construction. Au contact de la pente, en profondeur, des éclats de granit. Au-dessus, une couche de sable et de gravier. Au-dessus seulement, la terre végétale, celle où l'on plante sur une épaisseur limitée. Cette terre, il a fallu l'apporter. La crête n'en produisait pas. Elle a été prélevée ailleurs, transportée à dos d'homme sur des pentes vertigineuses et étalée à la main sur chacune des 700 terrasses. Les analyses de particules n'ont pas permis de trancher entre deux origines possibles, la plaine alluviale du fleuve, 450 mètres plus bas, ou les versants des montagnes voisines. Dans les deux cas, le geste est le même, des milliers de charges portées, une par une, jusqu'à ce que la montagne accepte de faire pousser quelque chose. Ce n'est pas de l'agriculture, c'est du génie civil qui, accessoirement, produit du maïs. Chaque terrasse remplit simultanément deux fonctions, et la seconde est la vraie. Elle transforme une pente continue, donc instable, donc glissante, en une succession de plans horizontaux séparés par des murs. La pente ne peut plus se comporter comme une pente. La masse qui, laissée à elle-même, chercherait à descendre est fractionnée, contenue, reprise par des dizaines de murs successifs, chacun supportant sa part et transmettant le reste au suivant. Et l'eau qui, en s'accumulant, ferait pression contre ces murs, n'a jamais l'occasion de s'accumuler. Elle traverse le sable, atteint les éclats de granit et poursuit sa route. 700 terrasses,
Un corset de pierre serré autour d'un versant qui, sans lui, aurait glissé depuis longtemps. Il faut se tenir au bord de l'une d'elles, la plus haute, celle qui domine le vide, pour que la chose devienne physique. Le rebord s'arrête net. Après, il n'y a plus rien. La paroi s'enfonce presque à la verticale. La végétation s'accroche par plaques et tout en bas, à 450 mètres, le fleuve dessine un ruban brun et étroit dont on n'entend presque pas le bruit. Un vertige monte, mais ce n'est pas un vertige de peur. C'est une compréhension animale, immédiate, de ce qu'a coûté chaque mur posé sur cette arête. Quelqu'un s'est tenu là, exactement là, sans corde, avec un bloc de granit dans les bras. Ce que ce corset doit contenir, ce n'est pas seulement le poids de la terre, c'est aussi le mouvement de la roche. 2 failles géologiques passent sous le site. Les tremblements de terre ici ne sont pas des catastrophes exceptionnelles, ils font partie du climat. Un mur bâti sur cette crête devra encaisser, au cours des siècles, des dizaines de secousses. La réponse Inca à ce problème est l'un des choix d'ingénierie les plus élégants de l'histoire de la construction, et il consiste à renoncer à ce que tous les autres considéraient comme indispensable, le liant. Ces murs ne comportent pas de mortier, aucun. Les blocs sont maintenus par leur propre poids et par le frottement de leurs faces l'une contre l'autre. Dans la maçonnerie de prestige, celle qui entoure les édifices sacrés, l'ajustement atteint un degré qui défie l'entendement. Les blocs, souvent polygonaux, aux angles multiples, s'emboîtent les uns dans les autres sans qu'on puisse glisser une lame de couteau dans le joint. Une telle paroi paraît fragile. Elle est exactement le contraire. Un mur rigide, scellé au mortier, oppose au séisme une résistance frontale. Il refuse de bouger. Et parce qu'il refuse, il concentre les contraintes dans le point le plus faible de sa structure, le mortier, qui se fissure, puis lâche, et le mur s'effondre d'un bloc. Un mur en pierre sèche fait l'inverse. Lorsque la secousse arrive, les blocs se soulèvent brièvement, se déplacent de quelques millimètres, se réajustent et retombent. Les archéologues qui ont observé le phénomène le décrivent comme une danse. Le mur absorbe l'énergie du séisme en se laissant traverser par elle, au lieu de s'y opposer. Puis il se rassoit sur lui-même et il tient. Tout dans cette architecture sert la même logique. Les portes, les niches et les fenêtres ne sont pas rectangulaires mais trapézoïdales, plus larges à la base qu'au sommet. Cette forme répartit la charge du linteau sur une assise élargie et résiste mieux aux mouvements latéraux qu'un cadre droit dont les angles se déforment. Les murs eux-mêmes ne sont pas verticaux. Ils s'inclinent très légèrement vers l'intérieur, ce qui abaisse leur centre de gravité et les rend plus difficiles à renverser. Rien de tout cela n'a été calculé sur le papier. Aucune formule, aucun schéma, aucune théorie de la résistance des matériaux. Ce savoir est le produit de générations d'observations. Des murs qui tombent, des murs qui tiennent, et des bâtisseurs qui retiennent. Pourquoi? Le contraste avec l'Europe du même siècle est saisissant, et il ne s'agit pas de désigner un vainqueur. À la même époque, sur un autre continent, on résout le même problème fondamental, faire tenir la pierre par des moyens rigoureusement opposés. La cathédrale gothique élance ses voûtes, et pour contenir la poussée qu'elles exercent vers l'extérieur, elle invente le contrefort et l'arc-boutant. Des béquilles de pierre plaquées contre les murs qui reprennent la force et la conduisent au sol. Le tout est scellé, solidaire, rigide, et cela fonctionne admirablement, sur un sol qui ne tremble pas. Les Andes tremblent. La réponse andine consiste donc à faire l'inverse, ne rien sceller, tout rendre mobile et accepter que la structure bouge pour survivre. 2 civilisations sans le moindre contact face au même problème. 2 réponses justes, chacune pour sa montagne. Ce qui demeure, une fois cela compris, c'est une gêne. Ces terrasses ne sont pas un potager, ces murs ne sont pas une fortification. Il n'y a ici ni tour, ni meurtrière, ni rempart. Ce lieu ne défend rien et ne nourrit personne. Quelque chose a été bâti sur cette crête, au prix d'un effort qu'aucun rendement agricole ne justifie et qu'aucune nécessité militaire n'explique. Le corset de pierre a été serré autour de la montagne pour protéger ce qui se trouve au sommet. Et ce qui se trouve au sommet demande encore à être compris. Il coule encore. C'est la première chose que l'on remarque en arrivant dans le secteur haut. Et c'est la dernière à laquelle on s'attendait. Un son mince, régulier, obstiné, qui traverse le silence de la crête, de l'eau qui tombe dans de la pierre. Elle sort d'un bec taillé dans un bloc de granit, forme un jet compact d'une dizaine de centimètres
et retombe dans une cuve creusée à même la roche. Personne ne l'a rallumée. Personne ne l'entretient. Aucune pompe n'existe et aucune n'a jamais existé. Cette eau court depuis 500 ans et elle va exactement là où on lui a ordonné d'aller. 5 siècles après le départ des derniers habitants, l'installation la plus sophistiquée du domaine est aussi la seule qui fonctionne toujours. Le problème que ces bâtisseurs devaient résoudre était pourtant sur le papier sans solution. Le fleuve coule 450 mètres plus bas, au fond d'une gorge dont les parois sont quasiment verticales. Il n'existe aucun moyen d'en remonter l'eau. Pas de pompe, pas de roue, pas de mécanisme capable d'élever un volume utile sur une telle hauteur. Le fleuve, pour ce complexe, n'est pas une ressource, c'est un décor. Il fallait donc trouver de l'eau plus haut que la ville. Et sur une crête étroite, à 2430 mètres, il n'y avait qu'une possibilité, une source. Elle existe. Elle jaillit sur le versant nord de la vieille montagne, au-dessus du secteur bâti, alimentée par les infiltrations qui traversent la roche fracturée du massif. Son débit est modeste, mais il est constant, et il ne dépend ni de la pluie du jour, ni du fleuve. C'est peu, c'est suffisant, et c'est très probablement ce qui a décidé de l'emplacement du domaine tout entier. Reste à l'amener. Entre la source et la ville, il y a environ 750 mètres de versant, pas une ligne droite, un flanc de montagne irrégulier, coupé de ressauts, de creux, d'affleurements rocheux. Et il faut faire passer l'eau là-dedans, sans jamais la laisser stagner, sans jamais la laisser dévaler, en gardant un débit exploitable au bout du parcours. Les Incas y ont creusé un canal. Il court à flanc de pente, taillé dans la roche et bordé de pierres, avec une section étroite, calculée au plus juste. Sa caractéristique la plus remarquable est invisible à l'œil, sa pente. Elle est extrêmement faible, et elle est maintenue avec une rigueur constante sur toute la longueur du parcours. Cette valeur n'a rien d'arbitraire. Une pente trop forte et l'eau accélère. Elle érode le fond du canal, elle emporte les joints, elle finit par le détruire. Une pente trop faible et l'eau ralentit. Les sédiments se déposent, le canal s'envase et il faut le curer sans cesse. Entre ces deux échecs, il existe un intervalle étroit où l'eau se déplace assez vite pour rester propre et assez lentement pour ne rien abîmer. Les bâtisseurs de cette crête ont trouvé cet intervalle et ils l'ont maintenu sur 750 mètres de terrain accidenté, sans niveau optique, sans théodolite, sans une seule mesure écrite. Sans instrument de visée, il ne restait qu'un seul moyen, l'eau elle-même. Un chenal provisoire, un filet d'eau lâché dedans et l'on observe. S'il stagne, on abaisse. S'il file, on relève. On corrige, on recommence, on avance de quelques mètres. Le canal n'a pas été calculé, il a été négocié, mètre après mètre, par des hommes qui regardaient couler un liquide et savaient lire ce qu'il leur disait. Le résultat est un ouvrage hydraulique dont la précision ferait honneur à un ingénieur moderne, obtenu par une méthode qu'un enfant pourrait comprendre et que personne n'aurait la patience de mener à son terme. L'eau arrive donc en haut de la ville. Et c'est là que l'ouvrage cesse d'être seulement technique. Elle est reçue par une série de fontaines, 16, disposées les unes en dessous des autres, en cascade, reliées par des canaux courts qui conduisent le trop-plein de l'une à la suivante. Aucun mécanisme, aucun réservoir sous pression, aucune vanne. La gravité est rien qu'elle. Ce que la première fontaine ne prend pas, la deuxième le reçoit. Ce que la deuxième laisse passer descend vers la troisième, ainsi de suite, jusqu'à la 16e, la plus basse, la plus éloignée. Chaque fontaine est un objet d'une précision troublante. Le bec n'est pas un simple trou, c'est une pièce taillée pour produire un jet d'une forme donnée, compact, régulier, ni éclaté, ni ruisselant. Cette forme n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Elle a été conçue pour qu'on puisse glisser dessous un récipient au col étroit et le remplir sans perte, rapidement. Ce ne sont pas des jets d'eau d'agrément. Ce sont des points de puisage, dimensionnés pour la vaisselle qu'on utilisait et pour le débit dont on disposait. Et maintenant, la question de l'ordre. La première fontaine de la cascade, celle qui reçoit l'eau vive, celle qui ne dépend de personne, se trouve devant les appartements du souverain. Elle lui est directement accessible depuis sa résidence. Les suivantes descendent le long de la ville. Les dernières desservent les habitations les plus éloignées, celles des serviteurs. L'Inca boit le premier, non par hasard de topographie, mais par disposition délibérée. Le tracé du canal, l'emplacement de la résidence, l'ordonnancement de la cascade,
Tout converge pour que l'eau touche le souverain avant de toucher quiconque. Il faut mesurer ce que cela signifie. Dans cet empire sans écriture, sans code de loi gravé, sans constitution, la hiérarchie ne pouvait pas être proclamée par un texte. Elle devait être vécue, quotidiennement, matériellement. Et il n'existe pas de démonstration plus quotidienne ni plus matérielle que celle-ci. Chaque jour, à chaque puisage, chaque habitant de la Crète recevait une eau qui était déjà passée devant le souverain. L'ordre social n'est pas écrit ici, il est plombé dans la pente. La rigueur de l'organisation, on la retrouve jusque dans l'ampleur du réseau. Plus d'une centaine de canaux et de dispositifs hydrauliques ont été identifiés à travers le complexe, conduisant l'eau, la répartissant, l'évacuant. Un détail pourtant complique le tableau, et il ne s'accorde avec aucune lecture simple. La toute première fontaine de la cascade, celle du souverain, n'est pas isolée dans une cour privée. Elle jouxte l'édifice le plus singulier du complexe, le seul dont le mur soit courbe, le seul dont la construction atteigne un raffinement supérieur à tout le reste, et sous lequel se trouve une grotte aménagée. L'eau vive et le sanctuaire principal se touchent. L'appartement du roi et le lieu de culte partagent le même point d'arrivée de la seule ressource vitale du site. Cela peut se lire de deux manières, et les deux ont leurs défenseurs. La première, le souverain s'est réservé le meilleur, et il a placé sa résidence au contact du sacré parce que sa personne était elle-même sacrée. La demeure commande, le temple accompagne. La seconde, l'eau n'allait pas d'abord au roi, mais d'abord au temple, et la résidence royale est venue se loger contre le point le plus saint du domaine. Le temple commande, la demeure suit. Il n'existe aucun document pour trancher. Il n'en existera jamais. Ceux qui ont conçu ce dispositif n'écrivaient pas, et les chroniques espagnoles qui décrivent les usages incas ont été rédigées après l'effondrement du monde qu'elles décrivent, par des hommes qui ne l'avaient pas vu fonctionner. Ce que l'on tient pour certains, en revanche, tient en peu de mots. Sur une montagne qui reçoit 2000 mm de pluie par an, ces bâtisseurs ont consacré un effort considérable, non pas à recueillir l'eau du ciel, mais à en faire venir une autre, propre, constante, contrôlée, depuis une source située à 750 mètres de là, et à la distribuer selon un ordre qui disait qui était qui. Ils ont dompté l'eau qui menaçait de faire glisser la montagne. Puis ils ont fait monter, à la main, l'eau qui allait faire vivre ce qu'ils avaient bâti dessus. Au point le plus haut du secteur cérémoniel, sur une plateforme rocheuse taillée, se dresse un bloc de granit d'aspect irrégulier, surmonté d'un court pilier incliné. Il ne ressemble à rien. Il n'est ni beau au sens où l'entendrait un Européen, ni imposant, ni orné. Un visiteur pressé passe devant sans s'arrêter. Et pourtant, ce bloc est la pièce la plus extraordinaire du complexe, pour une raison que l'on met un moment à admettre. Il n'a pas été apporté. Il n'a pas été taillé ailleurs, transporté, hissé, puis posé là. Il n'a jamais été déplacé, parce qu'il n'a jamais été détaché. Il fait partie du socle rocheux de la montagne. Les bâtisseurs sont montés jusqu'au sommet de la crête, ils ont examiné l'affleurement de granit qui s'y trouvait, et ils ont commencé à retirer de la pierre autour de lui. Ils ont creusé, aplani, dégagé, et ce qu'ils n'ont pas enlevé est devenu ce pilier. Il ne se tient pas sur la montagne, il est la montagne, dont on a ôté le superflu. On l'appelle aujourd'hui l'Intihuatana. Le mot vient du quechua et se traduit approximativement par le lieu où l'on attache le soleil. Il faut aussitôt préciser que ce nom n'est pas inca, il est plus tardif, livresque, forgé bien après. Les hommes qui ont dégagé cette pierre n'écrivaient pas, et la manière dont ils la nommaient nous est définitivement inaccessible. Ce que la pierre fait, en revanche, est mesurable. Elle projette une ombre. Et cette ombre ne dit pas l'heure, elle dit la saison. À midi, en certaines périodes de l'année, sous un soleil presque vertical, le pilier ne projette presque rien. Une tache sombre à sa base, ramassée, insignifiante. Quelques mois plus tard, à la même heure, le même pilier tire sur la roche une longue barre nette, orientée, qui s'allonge de jour en jour puis se rétracte. Entre ces deux états, il existe une progression continue, régulière, entièrement prévisible pour qui l'observe année après année. Un tel dispositif porte un nom en astronomie, un gnomon. C'est le plus ancien instrument scientifique de l'humanité et le plus simple. Une tige, une ombre, une surface,
Rien à régler, rien à remonter, rien qui puisse tomber en panne. Il suffit de savoir regarder et de se souvenir. Ce que l'on lit sur cette pierre, ce n'est donc pas le temps qui passe dans la journée, c'est le temps qui passe dans l'année, le rythme du soleil, ses allers et retours le long de l'horizon, les moments où il s'éloigne le plus, ceux où il revient. Pour une civilisation agricole installée en haute montagne, où semer trop tôt ou trop tard signifie perdre une récolte et affamer une vallée, cette information n'est pas une curiosité intellectuelle, c'est une question de survie collective. Les faces du bloc ne sont pas orientées au hasard. Leurs arêtes se rapportent aux sommets qui entourent la crête, des montagnes que les Andins tenaient pour vivantes et puissantes, et parmi lesquelles le Salcantay, énorme masse glacée qui domine toute la région. La pierre est donc un instrument à double lecture. Elle enregistre le soleil et elle désigne les montagnes. En juin, dans l'hémisphère sud, le soleil atteint son point le plus bas et le plus lointain. C'est le solstice d'hiver. Les jours cessent de raccourcir, mais rien ne garantit, pour qui ne dispose d'aucune théorie astronomique, que l'astre reviendra. Les chroniques espagnoles, écrites après la conquête, décrivent des cérémonies andines où l'on cherchait à retenir symboliquement le soleil à ce moment critique de l'année, à l'empêcher de continuer sa fuite. Le nom moderne de la pierre, attacher le soleil, vient de là. Il faut poser ici une frontière et la poser franchement. Ce qui est solide, c'est la pierre elle-même, sa taille dans la roche-mère, l'orientation de ses faces, le comportement de son ombre au fil de l'année, sa position au sommet exact du secteur sacré. Ce sont des faits vérifiables, mesurables, reproductibles aujourd'hui encore. Ce qui relève de la reconstitution, c'est la cérémonie, les gestes précis, le rôle des prêtres, les paroles, la tâche symbolique. Tout cela nous parvient par des textes espagnols tardifs et par analogie avec d'autres pratiques andines. C'est plausible, ce n'est pas attesté. Aucun témoignage direct n'existe, et il ne peut pas en exister. Quant à ce que l'on raconte parfois aux visiteurs, que la pierre accumulerait une énergie, qu'il suffirait d'y poser la paume pour la sentir, cela n'a aucun rapport avec les Incas. C'est une invention récente, née du tourisme, et elle a ceci de regrettable qu'elle occulte quelque chose de bien plus impressionnant, la véritable astronomie de ce lieu. Il est d'ailleurs interdit de toucher la pierre, pour une raison entièrement prosaïque. Le granit s'use sous les mains. Car le complexe tout entier participe du même travail sur la lumière. Et il y a un second dispositif, plus discret et plus précis encore. C'est l'édifice aux murs courbes, le seul du site. Cette construction que l'on nomme aujourd'hui le Temple du Soleil, bâti sur un affleurement rocheux qu'elle épouse au lieu de le raboter. Sa maçonnerie est la plus fine de tout le domaine. Les blocs y sont ajustés avec un soin que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la crête. Et dans ce mur courbe s'ouvrent deux fenêtres trapézoïdales. Elles ne donnent sur rien de particulier. Elles n'éclairent pas grand-chose. Leur fonction est ailleurs. Au solstice, le soleil levant les traverse sous un angle déterminé, et son rayon vient se poser à l'intérieur, sur un point précis de la roche taillée qui occupe le centre de l'édifice. Ce n'est pas une coïncidence heureuse, c'est l'objet même de la construction. L'orientation de l'ouverture, sa hauteur, l'inclinaison de ses montants ont été réglés pour produire ce phénomène à cette date et à aucune autre. Le rapprochement avec l'Europe s'impose de lui-même, et il n'a rien de forcé. Dans une cathédrale, le travail sur la lumière passe par le vitrail et la rosace. On colore le rayon, on le filtre, on le met en scène. Ici, on ne fabrique rien, on ne colore rien, on n'ajoute rien. On perce un trou dans un mur, à l'endroit exact où le soleil viendra le chercher, un jour donné de l'année. Le décor est absent, l'ornement est absent, la sculpture est absente. Il ne reste que le calcul et le vide. Et cette pierre au sommet de la crête, avec son ombre qui compte les saisons, nous ne devrions pas pouvoir la regarder. Des piliers semblables existaient sur d'autres sites incas. Ils ont été détruits, systématiquement, méthodiquement, au marteau, par les Espagnols, dans le cadre de la campagne d'extirpation des cultes indigènes. On abattait la pierre, on brisait le pilier, on effaçait l'instrument. Ce qui restait de ce système de repérage du temps a été démantelé site après site. Celui-ci a survécu, et pour une seule raison, personne n'est venu. Les Espagnols ne sont jamais montés sur cette crête. Ils n'ont pas trouvé le chemin, ils n'ont pas su qu'il fallait le chercher, et le domaine se trouvait à l'écart des routes qu'ils empruntaient.
Aucune église n'a été bâtie sur le temple, aucun mur n'a été abattu, aucun pilier n'a été brisé. Le paradoxe est vertigineux. La conservation exceptionnelle de ce lieu, ce qui fait sa valeur, ce qui attire aujourd'hui plus d'1,5 million de personnes par an, découle directement du fait qu'il avait cessé d'exister pour le monde. Il a été épargné parce qu'il avait été oublié. Les monuments incas qui sont restés visibles ont été détruits. Celui qui a disparu des cartes a traversé les siècles intact. Reste, au sommet de la crête, cette anomalie sur laquelle il faudra bien se prononcer. Sur une surface minuscule, coincée entre deux précipices, on trouve un instrument astronomique taillé dans la montagne vive, un édifice orienté sur les solstices, une pierre travaillée en forme d'oiseau aux ailes déployées, un bâtiment à 3 grandes ouvertures. Une densité de construction sacrée qu'aucune résidence de plaisance ne justifie et que l'on ne rencontre nulle part ailleurs à cette échelle. Un domaine royal ne devrait pas avoir besoin de tant de temples. Dans une même grotte funéraire, sous une même dalle, ont été déposés côte à côte 2 corps. L'un descendait de populations des Hautes-Andes, l'autre portait dans ses gènes l'héritage des forêts amazoniennes, un monde situé à des centaines de kilomètres de là et à 1500 mètres plus bas en altitude, où l'air est lourd, où il ne fait jamais froid, où l'on ne voit pas la montagne. Ces 2 personnes ne parlaient probablement pas la même langue à la naissance. Elles ne mangeaient pas la même chose, ne connaissaient pas le même ciel, n'auraient jamais dû se croiser. Elles ont vécu ensemble sur cette crête, elles y sont mortes, et on les a enterrées dans le même trou. Cette information a moins de 3 ans. Elle provient du premier séquençage génomique complet des habitants du site, publié en 2023, et elle a démoli en une seule publication ce que l'on croyait savoir de ceux qui peuplaient le domaine. Pendant près d'1 siècle, on avait cru autre chose, et l'histoire de cette erreur mérite d'être racontée, parce qu'elle montre comment une science se trompe, non par malhonnêteté, mais par les limites de ses instruments. En 1912, la première grande campagne de fouilles dégage des cimetières du site et met au jour plusieurs dizaines de squelettes. On les examine avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire à l'œil et à la règle. On mesure les crânes, on observe les bassins, on compare les proportions des os longs. L'anthropologie physique du début du XXe siècle procède ainsi, et elle rend son verdict. La grande majorité de ces squelettes seraient féminins. De cette conclusion naît une hypothèse magnifique, et elle traverse le siècle. Ce lieu aurait été un sanctuaire réservé aux femmes, un couvent d'altitude, où de jeunes filles choisies, consacrées au soleil, auraient vécu à l'écart du monde, tissant et priant sur leur crête. L'image est irrésistible. Elle est reprise, illustrée, racontée. Elle nourrit des livres et des documentaires. Elle devient l'un des attraits du site. Elle repose entièrement sur une erreur de détermination du sexe à partir des os. Au tournant du XXIe siècle, les mêmes ossements sont réexaminés avec des méthodes que l'on ne possédait pas 80 ans plus tôt. Critères ostéologiques affinés, référentiels de comparaison élargis, analyse statistique. Le résultat est sans ambiguïté. La population enterrée sur cette crête comporte une proportion substantielle d'hommes et présente une diversité de types physiques considérable. Il n'y a pas de couvent. Il n'y a jamais eu de couvent. Il y a une population mélangée d'hommes et de femmes, d'âges variés, comme dans n'importe quel établissement humain. Le sanctuaire des Vierges du Soleil n'a pas été réfuté par une découverte. Il a été dissous par une correction. Restait à savoir qui étaient réellement ces gens. Les os disent le sexe, l'âge, l'usure du corps. Ils ne disent pas d'où l'on vient. Pour cela, il fallait attendre que l'on sache lire l'intérieur des cellules. L'étude publiée en 2023 y est parvenue. 34 individus, prélevés dans les 4 cimetières du site, ont fait l'objet d'un séquençage complet de leur génome. En parallèle, des dizaines d'individus provenant de Cusco et de la vallée voisine ont été analysés pour servir de référence. Il fallait savoir à quoi ressemble, génétiquement, un habitant du cœur inca. Le résultat contredit frontalement l'intuition. Parmi les personnes enterrées sur cette crête, dans ce qui fut le domaine personnel du souverain le plus puissant du continent, une poignée seulement descendait des populations du noyau inca, la vallée de Cusco, la région du lac Titicaca. Une poignée. Le reste venait d'ailleurs, et d'ailleurs très lointain. Les affinités génétiques conduisent aux Hautes-Andes, mais aussi à la côte nord du Pérou, à la côte sud, et surtout à l'Amazonie, celle du Pérou, celle de la Colombie, celle de l'Équateur. Environ un tiers des individus portaient une ascendance amazonienne substantielle.
Un tiers. Des gens de la forêt tropicale, dans la résidence de montagne de l'empereur des Andes. Beaucoup, en outre, présentaient une ascendance mixte. Deux parents originaires de régions qui ne se touchent pas, séparés par des chaînes de montagnes ou par des semaines de marche. Ces unions ne se sont pas faites au village. Elles se sont faites ici, sur la crête, entre des personnes que l'État avait arrachées à des mondes différents et rassemblées au même endroit. Le mot qui explique tout cela existe, et il désigne une institution, les Yanakona. Ce n'étaient pas des esclaves au sens où l'Antiquité européenne l'entendait, et ce n'étaient pas non plus des paysans accomplissant leur service avant de rentrer chez eux. C'étaient des serviteurs permanents, retirés définitivement de leur communauté d'origine, détachés de leur famille, de leurs terres et de leurs obligations locales, et attachés à vie au service de l'État ou d'un lignage royal. Une fois désignés, on ne revenait pas. Le lien avec le village natal était tranché. L'Empire déplaçait ses gens sur des milliers de kilomètres, exactement comme il déplaçait des populations entières lorsqu'il jugeait utile de les éloigner d'une frontière ou de repeupler une vallée conquise. C'était un instrument de gouvernement, appliqué à des individus. Et la Crète en offre la preuve la plus intime qui soit, car les cimetières racontent quelque chose de plus. Ils ne sont pas séparés par origine. On aurait pu s'attendre à ce que les gens de la côte reposent ensemble, ceux de l'Amazonie ailleurs, ceux des hautes terres dans un troisième secteur. Rien de tel. Dans un même espace funéraire, dans une même cavité rocheuse, se côtoient des individus dont les génomes n'ont presque rien en commun. Ce qui les rassemblait dans la mort n'était pas ce qu'ils avaient été à leur naissance. C'était ce qu'ils étaient devenus ici, les gens du domaine. Cette Crète n'était pas un village inca, c'était un creuset impérial, en réduction, un échantillon de l'Empire tout entier, prélevé aux quatre coins d'un territoire immense et concentré sur quelques hectares suspendus dans les nuages. Il faut y passer une nuit pour mesurer ce que cela représentait pour eux. Le froid tombe d'un coup, dès que le soleil disparaît derrière la ligne de crête. Un froid sec, coupant, sans commune mesure avec la douceur du jour. Quelqu'un né dans la forêt amazonienne n'a jamais rien connu de tel. Là-bas, la nuit est moite, sonore, pleine d'insectes et de cris. Ici, la nuit est silencieuse et glacée, l'air est mince, et l'on sent contre soi la présence de la pierre qui restitue lentement sa fraîcheur. Ces hommes et ces femmes se sont endormis chaque soir dans ce froid, dans des maisons dont ils n'avaient pas choisi la montagne, à des semaines de marche d'un pays qu'ils ne reverraient jamais. Une dernière donnée, discrète, achève de dessiner leurs conditions. L'examen de leur squelette, on l'a vu, ne révèle pas les stigmates du travail de force. Ces gens n'ont pas hissé les blocs, n'ont pas creusé les fondations, n'ont pas porté la terre des terrasses. Ils sont arrivés après, dans un domaine achevé, pour le faire fonctionner, tenir les foyers, filer, tisser, cuisiner, entretenir les canaux, préparer les venues de la cour, garder le lieu pendant les longs mois où personne d'important n'y résidait. Leur travail n'était pas écrasant. Leur vie, en revanche, était fixée. Ils ne pouvaient pas partir. Ce qui subsiste de ce système est étrangement silencieux. Aucun de ces noms n'a été conservé, puisque rien n'était écrit. Aucun visage, aucun récit. Ils ne nous ont laissé que leurs os, et il aura fallu attendre 5 siècles pour que l'on sache enfin en tirer une vérité que personne, à leur époque, n'aurait songé à consigner. Ceux qui vivaient dans les nuages ne venaient pas des nuages, et ils n'avaient pas demandé à y monter. Un site abandonné porte toujours des traces. C'est une règle presque sans exception en archéologie, et elle rend le travail possible. Une ville prise d'assaut montre ses murs éventrés, ses portes défoncées, ses couches de cendres, ses squelettes désarticulés dans les rues. Une ville dévastée par une catastrophe naturelle conserve ses objets là où ils sont tombés, ses repas interrompus, ses corps figés dans la position de la fuite. Une ville pillée présente des sols retournés, des caches forcées, des sanctuaires vidés. Une ville emportée par une épidémie livre ses fosses communes, entassement hâtif de corps enterrés sans soin, parce qu'il n'y avait plus assez de vivants pour respecter les rites. Sur cette crête, il n'y a rien de tout cela. Pas de couche de cendres, pas une brèche dans un mur, pas de squelette abattu là où il est tombé, pas de fosse commune, pas d'objets précieux abandonnés dans la panique, pas de sanctuaire profané. Les Espagnols ne sont jamais montés jusqu'ici, ils n'ont rien détruit, rien reconstruit, rien consacré à leur Dieu par-dessus les temples.
Le domaine n'a pas été perdu dans le fracas. Il s'est simplement arrêté. Voilà ce que les archéologues doivent expliquer, et voilà pourquoi ils n'y parviennent pas. Il n'existe aucun événement à interpréter. Il n'y a qu'une absence, un moment, quelque part autour des années 1530, où l'on cesse d'entretenir les canaux, de réparer les toits de chaume, d'apporter les vivres, de venir. Personne ne claque la porte, personne ne l'a même fermée. Ce qui a changé n'était pas ici, c'était ailleurs, et c'était immense. Vers 1527, une chose arrive dans les Andes que personne n'a vu venir et que personne ne comprend. La variole. Elle a traversé le continent par les routes commerciales, transmises d'un homme à l'autre, en avance sur ceux qui l'avaient apportée. Aucun Européen n'a encore posé le pied dans cette région. La maladie, elle, y est déjà. Les populations andines n'ont jamais rencontré ce virus. Elles ne possèdent aucune immunité, aucune expérience collective, aucun geste de protection. La contagion balaie l'Empire. Les estimations les plus courantes évoquent une perte de l'ordre de la moitié de la population. Ce ne sont pas seulement des morts, ce sont des bras qui disparaissent, des chaînes de commandement qui se rompent, des greniers que plus personne ne remplit, des routes que plus personne n'entretient. Le souverain régnant meurt de cette épidémie, et son héritier désigné meurt avec lui. La succession n'est pas réglée. Deux de ses fils, Huáscar et Atahualpa, se disputent le pouvoir, et l'Empire bascule dans une guerre civile qui déchire ses provinces au moment précis où il est le plus affaibli. En 1532, quand Francisco Pizarro débarque sur la côte avec une poignée d'hommes, il ne trouve pas devant lui l'État le plus puissant du continent. Il trouve un corps qui vient de perdre la moitié de son sang et qui est en train de se battre contre lui-même. Il faut maintenant se souvenir de ce qu'était réellement cette crête, car c'est là que réside l'explication. Ce domaine n'était pas une ville. Une ville se nourrit, se défend, se reproduit, elle possède ses propres raisons d'exister et elle survit à la disparition de ceux qui l'ont fondée. Ce complexe, lui, ne pouvait rien de tout cela. Ses terrasses ne le nourrissaient pas. Ses habitants n'étaient pas des paysans libres, mais des serviteurs assignés qui ne pouvaient ni partir ni décider. Ses vivres montaient par les routes impériales, depuis des greniers de l'État. Son existence entière dépendait d'une institution, un lignage royal, riche, organisé, qui payait pour l'entretenir. Supprimer l'État, et le domaine ne devient pas pauvre, il devient absurde. Il n'y a plus de cours pour venir y séjourner. Il n'y a plus d'administration pour envoyer les convois. Il n'y a plus de lignage pour financer l'entretien. Il n'y a plus, surtout, de raison. Cet endroit avait été conçu pour manifester la puissance d'une dynastie qui, en quelques années, cesse d'exister. Les serviteurs, eux, restent quelque temps encore, puis descendent. Certains meurent, d'autres rejoignent des vallées où l'on peut vivre. Le chaume des toits pourrit. Le premier hiver le troue, le second l'emporte. Les canaux se comblent de feuilles. La forêt, patiente, remonte les terrasses une à une. 3 explications se disputent ce départ, et aucune ne l'emporte. La première est l'effondrement de l'État, et c'est la plus largement admise. Elle s'appuie sur la logique même du lieu et sur les datations, qui font cesser l'occupation vers les années 1530, en même temps que l'Empire. Elle possède une faiblesse. Elle n'explique pas pourquoi les habitants de la région, qui savaient parfaitement que ce lieu existait, n'y sont jamais remontés. Car ils le savaient. Un document espagnol de 1588 rapporte que des Indiens de Vilcabamba discutaient d'un retour à Huayna Picchu. Ils en parlaient. Ils ne l'ont pas fait. La deuxième est l'épidémie. Elle s'appuie sur des vagues de maladies solidement documentées dans les Andes avant même l'arrivée des conquérants, et sur l'effondrement démographique qu'elle provoque. Sa faiblesse est archéologique, et elle est de taille. On n'a trouvé sur le site aucune sépulture de masse, aucun entassement de corps, rien qui ressemble à une mortalité brutale. Si les habitants sont morts ici, leurs corps devraient s'y trouver. Ils ne s'y trouvent pas. La troisième concerne l'eau. Toute la vie du domaine dépendait d'une source unique sur le versant de la vieille montagne. Une source peut faiblir, se déplacer, se tarir. Un mouvement de terrain, une modification du réseau de fractures dans la roche, et le débit s'effondre. Sans elle, le complexe devient inhabitable en quelques semaines. C'est la vulnérabilité la plus flagrante de tout le système. Et certains ouvrages de référence la mentionnent parmi les causes possibles. Sa faiblesse, cependant, est qu'aucune preuve ne l'appuie. Rien n'indique que la source est tarie, et le réseau hydraulique semble avoir fonctionné jusqu'au bout. Il fonctionne d'ailleurs encore.
Ces trois causes ne s'excluent pas. Elles ont très probablement agi ensemble, à des degrés que nous ne pourrons jamais mesurer. Et le problème que pose ce départ est d'une nature particulière, qui le rend peut-être insoluble. Nous n'essayons pas d'expliquer un événement, nous essayons d'expliquer un silence. Il n'y a pas d'indice à lire parce qu'il n'y a pas eu de drame. La forêt, elle, ne se pose aucune question. Elle monte lentement, par les fissures. Une graine tombe entre deux blocs, germe, envoie une racine dans le joint. Les racines des figuiers étrangleurs se glissent dans les interstices de la maçonnerie, s'épaississent, écartent la pierre. La mousse recouvre les gradins. Les broussailles envahissent la terre des terrasses, puis les arbres, et en quelques décennies, une pente couverte de gradins impeccables devient un versant boisé parmi d'autres versants boisés. C'est ici que se produit le fait le plus déconcertant de toute cette histoire, et il tient dans un renversement. Cette végétation qui dévore les murs les protège aussi. Le complexe, invisible, cesse d'être une cible. Il ne figure sur aucune liste de sites à évangéliser. Aucun prêtre ne monte y briser l'instrument de pierre qui compte les saisons. Aucun colon ne récupère ses blocs pour bâtir une église ou une ferme. Aucun chercheur de trésors n'éventre ses tombes. Pendant que les autres monuments incas restés visibles sont démantelés, réemployés, recouverts d'édifices espagnols, celui-ci disparaît sous les feuilles et traverse 3 siècles sans qu'on le touche. Et pendant tout ce temps, il ne cesse jamais complètement d'exister. Les archives coloniales de Cusco le mentionnent. Une localité nommée Pichu apparaît dans les documents fonciers du XVIe siècle. Un texte de 1568 évoque un village portant ce nom. Les habitants de la vallée savent qu'il y a quelque chose là-haut. Des cartes locales le signalent à partir des années 1870. Des paysans finissent par remonter sur les terrasses les plus basses, dégagent la végétation et se remettent à y cultiver, exactement là où l'on cultivait 5 siècles plus tôt. Le lieu n'a jamais été perdu. Il est resté dans les papiers, sur les cartes, dans la mémoire des vallées. Il est simplement sorti du monde, de ce monde-là, celui qui écrit des livres, dresse des inventaires et décide de ce qui existe. Il a survécu 400 ans dans le seul endroit d'où l'on ne peut pas le déloger, à l'écart. Et pendant tout ce temps, sans un homme pour le surveiller, sans un maçon pour reprendre un joint, sans un curage de canal, le corset de pierre a tenu. La montagne n'a pas repris ce qu'on lui avait pris. Le 24 juillet 1911, un professeur d'université américain remonte la vallée de l'Urubamba à la recherche d'une ville qu'il ne trouvera jamais. Il cherche Vilcabamba, l'ultime capitale des Incas, le dernier réduit d'une dynastie en fuite. Il s'appelle Hiram Bingham. Ce matin-là, il rencontre un cultivateur de la région, Melchor Arteaga, qui lui dit qu'il y a des ruines là-haut, sur la crête. Arteaga accepte de le guider. Le tarif est convenu, 50 centavos. Il traverse le fleuve sur un pont de rondins précaires, puis entame la montée. Sur les derniers mètres du parcours, ce n'est plus Arteaga qui ouvre la voie, mais un enfant, un garçon de la famille Reichardt, l'une de ces familles paysannes qui vivaient là-haut et cultivaient les terrasses incas. Pendant que l'Américain vit ce qu'il tiendra pour le plus grand moment de son existence, le gamin, lui, rentre simplement chez lui par le jardin. Bingham arrive au sommet. Il découvre des murs, des temples, des escaliers, une architecture d'une qualité qu'il n'a jamais vue. Il est bouleversé. Il est convaincu d'avoir trouvé Vilcabamba. Il se trompe. Vilcabamba se trouve ailleurs, à Espiritu Pampa, un site où, par une ironie parfaite, il passera lui-même sans lui accorder d'importance. Mais ce n'est pas la plus lourde de ses erreurs. En parcourant les bâtiments, Bingham entre dans un édifice remarquable, percé de 3 grandes ouvertures. Sur la pierre encadrant la fenêtre centrale, il voit une inscription. Elle est tracée au charbon. Elle porte un nom et une date. A. Lizarraga, 1902. 9 ans avant lui, un Péruvien nommé Agustín Lizarraga était monté jusqu'ici et avait signé son passage. Bingham lit cette inscription. Il la voit de ses yeux. Et son livre parlera pourtant d'une cité perdue. Voilà le mythe, et voilà sa fabrication. Il faut être juste avec cet homme, car il a rendu un service considérable. Il a organisé les expéditions qui ont dégagé, cartographié et étudié le site. Il a lancé sa recherche scientifique. Il l'a montré au monde.
En 1913, un magazine américain publie ces photographies et la planète entière voit pour la première fois ces terrasses dans les nuages. Le lieu entre dans l'histoire universelle ce jour-là. Mais il n'a rien découvert. Des paysans vivaient sur ces terrasses et y semaient leur maïs. Des cartes locales signalaient l'endroit depuis les années 1870. Un atlas publié en 1904, 7 ans avant sa venue, désignait déjà ces ruines sous leur nom probablement authentique. Les archives coloniales de Cusco en gardaient la mémoire depuis le XVIe siècle. La formule exacte est celle-ci. Personne n'avait perdu ce lieu. Le reste du monde ne le connaissait pas. Et le nom que Bingham a retenu, ce nom que la terre entière emploie aujourd'hui, ses propres carnets de terrain le trahissent. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu, il l'a noté d'après les paroles d'autrui, et il a choisi celui du plus grand des deux sommets. Une histoire commencée avec un guide payé 50 centavos et un enfant qui rentrait chez lui s'est transformée en récit d'exploration héroïque. C'est ainsi que naissent les mythes, pas par mensonge, mais par sélection. Bingham est ensuite reparti avec des caisses. Des milliers d'objets et de restes humains prennent la route des États-Unis, envoyés à son université en vertu d'accords qui prévoyaient leur restitution. Cette restitution prendra 100 ans. Le Pérou réclame, l'université invoque, entre autres arguments, l'absence de conditions de conservation adéquates. Le litige s'enlise pendant des décennies. Un accord n'est signé qu'en 2011 et les collections regagnent enfin Cusco. C'est ici que l'histoire se retourne d'une manière que nul n'avait prévue. Parmi les restes humains rendus au Pérou figurent ceux qui, une décennie plus tard, seront datés par spectrométrie et repousseront de 20 ans la fondation du domaine. Les mêmes os, exhumés par un homme qui se trompait sur presque tout, conservés pendant un siècle au cœur d'une controverse, sont devenus la source de ce que nous savons aujourd'hui de plus solide sur ce lieu. Reste une blessure, et elle est récente. En 2000, une équipe tourne un film publicitaire sur le site. Une grue est installée. La flèche cède, et elle heurte la pierre taillée qui compte les saisons. Un éclat se détache. Ce pilier avait échappé au marteau des conquérants parce qu'il n'était jamais monté. Il avait traversé 5 siècles de pluies torrentielles et des dizaines de séismes. Il a été endommagé par un tournage commercial. Le scandale fut retentissant et les tournages sur le site furent aussitôt sévèrement restreints. La menace, désormais, ne vient plus de la montagne. Elle vient du nombre. Plus d'1,5 million de personnes montent ici chaque année. Le quota journalier a été porté à 4 500 visiteurs et jusqu'à 5 600 en haute saison. Il faut le dire honnêtement, car le silence dont rêve celui qui regarde ces images n'existe pas. Les sentiers sont à sens unique, une file d'attente s'étire devant le pilier et il est interdit de toucher les pierres, non pour des raisons mystérieuses, mais parce que le granit s'use sous les paumes. Le site est protégé depuis 1981 comme sanctuaire historique, inscrit depuis 1983 au patrimoine mondial, à la fois pour sa valeur culturelle et pour sa valeur naturelle, et désigné en 2007 parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. Chaque distinction a fait monter la fréquentation, et pourtant, il tient. C'est le moment de répondre à la question posée au tout début. Comment bâtir une ville éternelle sur une montagne qui veut la faire glisser? La réponse n'est pas dans les murs. Elle n'est pas dans la beauté des joints, ni dans l'élégance des trapèzes, ni dans le vertige des terrasses. Elle est sous les pieds de ceux qui photographient. Ces bâtisseurs ont enfoui entre la moitié et les 6/10 de leur travail total dans quelque chose qu'aucun d'eux ne reverrait jamais. Des assises taillées dans le roc, des remblais filtrants faits des déchets de leur propre chantier, une centaine d'orifices d'évacuation intégrés aux murs avant même que ces murs n'existent. 700 terrasses qui ne sont pas des jardins, mais un corset. Ils n'ont pas combattu la montagne. Ils lui ont donné la seule chose qu'elle réclamait, un chemin pour son eau, et elle les a laissés bâtir. C'est pourquoi le domaine est debout, alors que des constructions bien plus récentes, élevées dans la même région par des hommes qui savaient écrire et calculer, se sont fissurées et effondrées. La ville éternelle ne tient pas malgré la montagne. Elle tient parce qu'elle a compris la montagne. Une chose, en revanche, ne sera jamais résolue, et il faut la laisser ouverte. Nous ne savons pas ce que ce lieu était. Il n'existe aucun document inca, et il ne peut pas en exister. Il n'écrivait pas. Il n'y a que des pierres, des os et des chroniques rédigées par d'autres, après la fin. Et les pierres se laissent lire de plusieurs manières.
Certains chercheurs, aujourd'hui majoritaires, y voient un domaine royal, la résidence d'un souverain et de son lignage, ou la cour montée par saison. Les appartements ouvrant sur les temples le suggèrent, l'ordre de l'eau le suggère, et la composition de la population enterrée, des serviteurs, non des guerriers ni des prêtres reclus, va dans ce sens. D'autres y voient d'abord un sanctuaire, la densité de construction sacrée sur une surface aussi réduite et sans équivalent, un instrument astronomique taillé dans la roche vive, un temple orienté sur les solstices, un rocher travaillé en forme d'oiseau, un édifice à 3 ouvertures. Cela fait beaucoup de dieux pour une maison de campagne. D'autres, enfin, refusent de choisir et proposent un lieu à plusieurs fonctions, demeure, sanctuaire et point d'appui de l'Empire sur la charnière entre la montagne et l'Amazonie, ce qui expliquerait aussi pourquoi un tiers de ses habitants venaient de la forêt. Aucune de ces 3 lectures n'a été démontrée, aucune ne le sera. Alors, un palais, un temple ou les deux à la fois? Regardez ce qu'ils ont bâti et dites-nous en commentaire de quel côté vous penchez et surtout ce qui, dans ce qu'ils ont bâti, vous a convaincu. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose que vous ignoriez, un pouce en l'air le fera savoir, et un abonnement vous permettra de retrouver les prochaines. Rendez-vous devant un autre bâtiment.